aborder les problèmes de l'eau dans l'histoire. C'est quelque chose qui est très chaleureux, très beau. On va l'aborder sur 2000 ans d'histoire. Et puis, je vais rester dans la France, et en particulier dans la France du Nord, donc autour des villes du bassin parisien, sachant que ce qui se passe dans la France du Nord, donc durant la période durant les 2 millénaires, peut s'appliquer en gros à la Belgique, à la Hollande, à l'Allemagne, à l'Angleterre, et c'est un peu différent quand même avec des régimes torrentiels comme le Rhône ou la Garonne ou l'Italie, etc., où c'est un peu différent. Donc pour expliquer un petit peu l'aire géographique. Je ne parlerai pas non plus de Paris parce que même si j'ai abordé Paris donc pour le Moyen-Âge, à partir d'en gros de 1300, Paris devient un monstre donc pour le bassin parisien, et la totalité de la population parisienne équivaut à peu près à la totalité du reste des autres principales villes épiscopales du royaume. Donc c'est autant étudier Paris ou les autres. Mais c'est plus intéressant, je trouve, d'étudier les autres parce qu'elles sont parce que en fait tout simplement je suis provincial. Et je suis devenu parisien par adoption. Alors, pour aborder cette question, je vais aborder en fait l'eau dans la ville d'un point de vue historique et d'ingénieur ou de paysagiste. Et je vais montrer qu'il y a en gros 5 périodes, 5 mouvements, 5 tendances dans ces 2 millénaires. Et alors, une première, donc, qui est la plus ancienne, qui va durer en gros de la période de l'installation romaine jusqu'au 8e siècle à peu près, qui est une période où l'eau est sacrée, où l'importance de l'eau pour la sacralisation de l'espace est important et signe de paganisme pour la ville, de protection de la ville. Une deuxième période qui va en gros de l'an 1000, enfin de la renaissance de ce que Pierre Toubert du Collège de France a appelé l'enchâtellement, c'est-à-dire la mise en château, qui va en gros de l'an 1000 au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, qui est la mise en l'intimité très forte entre l'eau enfin la rivière et la ville, qui va donc dynamiser l'espace, qui va dynamiser les activités économiques. Donc c'est une eau dynamique qui se met en place. Et puis donc à partir du XIVe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au contraire, pour des questions que je ne vous dirai pas parce que sinon le suspense sera interrompu, l'eau devient donc statique, ne bouge plus, etc. Ça devient une espèce de no man's land, d'étouffoir autour de la ville, et qui va donc entraîner donc à la fin du XVIIIe siècle des réactions très vives de la part des intelligences, des lumières, c'est-à-dire enfin, bon, voilà, les médecins, etc., qui vont dire cette eau-là, on n'en veut plus, il faut la cacher et on va la faire disparaître. Et donc cette eau-là va devenir non plus ni statique ni dynamique, mais utile. Ce qui prévaut, c'est de chercher, et pour que l'eau soit utile, il faut qu'elle soit cachée. Et ça va couvrir toute cette période du 19e ou du 20e siècle, donc celle que vous avez vécue et que vous ne viviez plus, et qui, depuis dernière période, donc 5e période, celle qui va des années 1970 à peu près jusqu'à aujourd'hui et vers le futur, qui est une eau de paysage, une eau ni dynamique, ni statique, ni cachée. C'est la recherche d'une eau paisible. C'est le développement, on ne devrait pas l'appeler développement durable, c'est le développement désirable. Voilà. Voilà ces 5 mouvements. Alors, sur quelle source, à partir de quelle source j'ai travaillé ou on peut travailler bon, bien sûr, il y a tous les manuscrits, effectivement, c'est la tasse de thé de l'historien. Mais en gros, pour la période antique, c'est
pour l'essentiel de l'archéologie, ces travaux, les fouilles archéologiques qui notent un fossé, qui notent voilà, et la philologie celtique, qui indique quand même pas mal de terminologie à propos de l'eau. Et puis pour la période médiévale, c'est effectivement les actes religieux, parce que comme l'eau est une propriété, l'eau est appropriée par l'Église, donc elle va donc la noter d'une manière très souvent dans les donations, etc., dans les cartulaires. Donc on retrouve dans des sources imprimées en latin, on retrouve effectivement beaucoup de questions de l'eau. Et puis après, pour la Renaissance, etc., il y a, outre les manuscrits et les archives, surtout à propos des moulins, il y a toute une littérature technique essentielle, dont le plus magnifique, le plus beau, c'est l'architecture hydraulique de Bernard Forest de Bellidor, qui est donc un militaire et qui écrit donc un très gros traité, une science de l'ingénieur et une architecture hydraulique destinée aux officiers du génie, qui sont les maîtres des eaux au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, ce seront les ingénieurs des ponts-chaussées. Donc voilà, alors je vous propose de partir donc, en bateau pour 2000 ans. Donc ça va tourner très vite. 2000 ans en 2 heures, ça fait, enfin en 1 heure et demie. Vous voyez, c'est presque la vitesse de la lumière. En tout cas, ce sera la vitesse de l'eau. Alors, prenons l'origine, donc la société celtique au moment de la conquête romaine. En fait, on a affaire avec les Gallo-Romains à deux types de sociétés qui sont assez opposés dans leur rapport à l'eau. Vous avez les Celtes ou les Gaulois qui, globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails des tribus et des ethnies parce qu'on ne s'en sort plus, là, je n'aurais plus j'en ai pas pour 2 heures. Mais en gros, donc, les Celtes sont très partisans de l'eau, c'est-à-dire que ils sont pour la fermentation, pour l'eau stagnante, pour y vivre les pieds dans l'eau, parce que pour les Celtes, la divinité principale qui est Aranis, qui est donc qui gouverne le jour et la nuit, qui gouverne la pluie, qui gouverne le tonnerre, c'est celui qui fait tomber le ciel sur la tête, etc. Donc c'est le Jupiter celtique, vit par l'eau et pour l'eau. Et en particulier, il apaise ou il prononce son courroux par des inondations. Quand il n'est pas content, quand il a envie de taquiner, parce que c'est un farceur aussi, il est beaucoup plus farceur que Jupiter ou que Zeus. C'est quelqu'un qui aime bien manger, donc on lui donne souvent de la bonne nourriture, etc., dans des lacs qui sont évidemment sacrés. Donc il soigne tout particulièrement les eaux qui sont blanches. Il se manifeste par les eaux blanches, c'est-à-dire la Vanne, Vanea, la Blanche, l'Aube, Alneta, etc. Enfin, l'Aune, bon, voilà, toutes ces rivières blanches sont particulièrement protégées par lui. Et donc, on essaye de s'y mêler, d'y être dans ces eaux blanches, parce que comme ça, on a quelque part cette divinité principale autour de soi. Et donc, les populations gauloises sont des gens qui sont des personnes qui vivent, je dirais, les pieds dans l'eau, et dans lesquelles, dans les zones marécageuses, des zones humides. Face à eux, donc, ces Romains qui sont au contraire ont une peur extraordinaire, enfin une peur tout à fait normale des eaux stagnantes, des marécages, etc., et qui essayent de s'en éloigner le plus possible ou de les assécher. C'est ce qu'ils vont faire avec le marais pontin, c'est ce qu'ils vont faire avec le Pô, etc., etc. Ils vont l'occuper pour l'assécher. Et selon la problématique romaine, c'est toujours, quand on a un ennemi, c'est de le maintenir le plus loin possible à distance, comme ça va être de la part pour les Celtes, etc., de pousser le limès le plus loin possible. Donc les Romains veulent un espace contrôlé, sec, un peu comme les ingénieurs du XXe siècle. L'eau doit être contrôlée par tous les moyens. Et ils ont d'ailleurs de très bons techniciens, et un que vous connaissez particulièrement, qui est Vitruve, dans ses 10 livres d'architecture, qui a 2 livres consacrés donc, aux travaux hydrauliques. Donc les Romains s'installent en gros à partir de plus 50, plus 70 dans l'Europe, dans la Gaule chevelue, et ils créent donc des villes.
Et il force donc les populations celtiques à venir s'y implanter si elles ont été contre eux, si elles ont été pour eux, si elles ont été un peu autonomes, elles restent un petit peu à leur endroit. Mais enfin, ils les déplacent, ils ne se gênent pas. Donc que ce soit à Soissons, que ce soit donc à Rouen, enfin il y a une quantité de villes où les populations gauloises ont été déplacées et assignées à résidence. Donc ils s'installent en fait à flanc de coteau, enfin ouais c'est ça, pas sur les hauteurs, parce que les Celtes ils vont plutôt sur les hauteurs, ils ont des lieux un peu sacrés, des collines sacrées sur lesquelles ils viennent prier, ils viennent se recueillir. C'est le cas par exemple de Lugdunum, Lion ou Loudun ou Lan, c'est la même chose, c'est la colline dédiée au dieu Lugus, qui est un autre nom de Taranis. Donc il y a des collines sacrées celtiques et puis les fonds marécageux où il y a effectivement la présence de Taranis. Donc les Romains s'installent sur la côté je crois pour une chose qui est essentielle, c'est que pour les Romains, l'eau est d'abord politique. L'eau est politique parce que vous savez que dans le Sénat, dans le conseil municipal romain, en gros, les lois ou les arrêtés, les décrets doivent être pris à l'unanimité du conseil municipal. Et par conséquent, il y a toute une phase antérieure donc, à l'élection qui est une phase de négociation, de discussion entre ceux qui sont les maîtres de la démocratie. Et les maîtres de la démocratie à Rome, ce sont les aristos, enfin bon, ceux qui ne payent pas d'impôts, ceux qui peuvent vivre de leur rente. C'est ça la définition. Donc ce ne sont ni les esclaves, ni les jeunes, ni les femmes, ni les ouvriers. C'est ceux qui ont des rentes et qui peuvent permettre donc de discuter. Et le lieu de discussion sont les thermes. Les thermes, c'est 5 salles qui sont le caldarium, le frigidarium, enfin je ne sais plus, il y a 5 salles importantes où on discute, où on fait masser, on mange, etc., etc. Et dans les thermes romains, il y a aussi donc la bibliothèque, il y a donc les archives, et c'est pas un centre de culture physique, c'est aussi un centre culturel au sens le plus large du terme. Donc c'est un lieu très important. Et c'est un lieu de discussion urbaine, de négociation urbaine, on y passe son temps. Et par conséquent, donc ça doit être alimenté, puisque ce sont des termes, il doit y avoir de l'eau. Il faut qu'il y ait un minimum d'un demi-mètre cube par heure, je crois à peu près. Donc il faut qu'il y ait un débit assez important que les esclaves ne peuvent pas fournir. Et par conséquent, il faut aller la chercher quelque part. Et on va la chercher donc grâce à des aqueducs, donc aqueductibus qui veut dire des conduites d'eau. Et on va les chercher donc à proximité de la ville et on les fait venir donc jusqu'au sommet de la ville où il y a un réservoir. Et de là, donc, l'eau s'écoule d'une manière gravitaire jusqu'aux thermes qui sont situés sur une pente, effectivement, pour faciliter l'écoulement des eaux donc, de manière gravitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système de mise en place des aqueducs romains, c'est le système qui va être mis en place au XIXe siècle par nos ingénieurs dans les villes pour amener l'eau dans la ville par hauteur, donc sur des aqueducs qui vont arriver pour distribuer par des châteaux d'eau, etc. Donc cette activité, donc l'eau chez les Romains est une eau donc contrôlée, que ce soit Frontinus de Aqueductibus Orbis Romae, qui écrit donc vers plus 50, ou Vitruve, font de grands écrits sur la manière de conduire les eaux dans la ville et pour la ville. Bon, voilà, donc l'eau joue un rôle, j'insiste beaucoup dans la romanité, un rôle donc politique essentiel. Et voilà. Bon, et puis donc cet empire romain, donc ces villes se développent avec la paix romaine, etc. Et puis à la fin du IIIe siècle arrivent des grandes catastrophes. Donc crise économique, refroidissement climatique, là c'est pas un réchauffement, c'est un refroidissement qui va durer quand même jusqu'au 7e siècle, donc il va y avoir à peu près 3e, 4 siècles de refroidissement climatique, donc qui entraîne une crise alimentaire, etc., etc. Bon, bref, dans toute la Gaule du Nord, il y a beaucoup de révoltes qui se manifestent. Et ceux qui se révoltent contre la ville, ce sont des paysans qui crèvent la dalle ou des paysans semi-libres et qui se mettent sur l'autorité de Mars ou de Totatès ou de Tutatix, comme dit Astérix, qui est donc le dieu de la guerre.
et qui a pour symbole ou comme maîtrise donc l'épée et le feu. Et par conséquent, donc, au nom de Dieu, au nom de Mars ou de Toutatix, on brûle les villes. Bon, alors, démolition, etc. Donc les archéologues ont bien montré des couches d'incendie, etc., de manière assez générale, en tout cas pour l'ensemble de la France. Pour cette époque-là, à différentes dates précises, c'est 212, 272, 273, 274, enfin bref, ça coïncide à peu près. Et à l'issue de ces guerres-là, de ces guerres intestines, de ces révoltes urbaines, les villes se reconstruisent sur elles-mêmes et elles viennent se mettre sur une partie du territoire qui va s'appeler le castrum, qui est le château, qui va être le noyau de la ville médiévale, parce que sachez quand même que 80% des villes d'aujourd'hui, des grandes villes aujourd'hui, sont d'origine romaine. Les préfectures sont d'anciens évêchés. Enfin bon, bref, je ne vais pas. Donc il y a une très longue antériorité de la ville. Et donc dans ces villes, proprement dit, elles se fixent sur une partie de ce territoire. Et pas n'importe où, elles se fixent sur une partie, soit sur une hauteur. Donc ça va être le cas de Chartres, de Laon, de Noyon, de Senlis, qui sont des chapeaux au-dessus, comme s'il fallait être tout près de Dieu. Là, au sommet, la colline est sacrée, le sol à l'intérieur du castrum est salé, et sacré, pardon, et la muraille est sacrée. La muraille qui va se construire, se consolider, etc., qui va faire le castrum, fait partie des rex sanctae, des droits sacrés. Bon, c'est à peu près un tiers des villes qui remontent des flancs de coteaux, passent au nord, et les 2 tiers vont au contraire vers le bas-fond, vers le fond de la rivière, mais vers le fond de la vallée, mais pas n'importe où, pas au fond, pas dans le Talweg, parce que le Talweg c'est trop inondable, mais juste sur le bord, et on va y faire venir donc des canaux, on va dériver des rivières, soit donc la rivière elle-même, donc c'est le cas le plus célèbre de Paris, qui va donc dans l'île de la Cité et qui va donc être complètement ceinturée par la Seine, qui est une rivière quand même très sacrée, puisqu'il y a des temples, etc. Et on sait que Saint-Martin est passé aux sources de la Seine et qu'il a donc décapité ces statues de Sequana et les a remplacées par des églises Notre-Dame. C'est ce qu'on fait en général, parce que ces eaux-là sont vierges, donc elles restent quand même aussi vierges avec la ville de Notre-Dame. Et donc, voilà, ça c'est le cas de Paris, mais d'autres vont aller chercher des rivières à proximité, mais pas n'importe lesquelles. Et ce sont les rivières qui sont les plus blanches qu'on va chercher. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus sacrées. Donc voilà ici Beauvais, ça c'est Beauvais en 1250. Voici donc, ça c'est le castrum romain, voilà, avec la future église de la Basse-d'Œuvre. Et ici vous avez la voirie romaine, telle qu'elle existait à peu près donc fin du 1er deuxième, et au 2e siècle, orthogonale, etc. Le cardo, le decumanus, et puis donc la voie qui part vers Rouen, la voie qui part vers Amiens, et ce castrum qui est constitué ici. Donc ce castrum, vous voyez, il n'est pas pris sur le forum qui était par là, il est pris sur une section qui en fait est nécessaire pour être arrosé par un canal qui va être tiré de cette rivière qui s'appelle le Terrain, en latin donc Tara, et qui est essentiellement donc la rivière de Taranis. Et donc on va être sacré, cette rivière se sert de fossé ici et s'écoule là dans un affluent du Terrain qui s'appelle l'Avelon et puis qui part donc dans l'Oise. Donc on a ici la constitution d'un espace sacré avec une rivière qui est sacrée. Alors elle est sacrée, on le sait parce que quand les chrétiens vont s'y installer, ils vont se dépêcher d'abord de christianiser cette rivière, parce que comme c'est elle qui ceinture, qui contrôle la ville, etc., ils ont intérêt à faire main basse dessus. Alors ils font main basse dessus, comme ils font main basse sur tous les marécages qu'il y a autour de la ville, parce que dans tous ces marécages, il y a cette présence de ce dieu celtique de Taranis, etc. Et c'est quand même l'ennemi du Dieu chrétien, quelque part. Bon. Donc on va tout de suite lui dire que c'est le diable, c'est celui qui est le péché mortel, etc. Et donc on va lui donner la configuration du dragon, de ce serpent qui grossit, et ce serpent qui a séduit
Ève pour la donner à Adam et qui a fait donc renoncer l'homme au paradis. Donc c'est ça donc on va drainer des marécages. Et alors le cas le plus typique, c'est le cas enfin le plus drôle, c'est le cas de Paris, de Saint-Marcel à Paris, qui donc est un jeune homme, donc Jacques Le Goff a très bien montré ça, qui est donc il est évêque de Paris, ce qui est quand même pas mal, quand même à son époque, parce qu'il est d'origine prolétaire, c'est un orphelin, donc c'est quand même pas rien. Le premier saint chrétien qui est d'origine marchande, c'est Saint François, qui meurt en 1227, donc c'est relativement tard. Donc Saint Marcel, il vit au 5e, 6e siècle, s'il a existé. Et donc, avant de gagner le paradis, puisque la condition sine qua non quand on est évêque, c'est quand même d'être saint, de gagner le paradis, c'est quand même être super branché de ce côté-là. Donc, il faut faire un super miracle, c'est quand même pas rien. Donc, les populations de Paris viennent voir Saint Marcel et lui disent, écoute, du côté de la gare d'Austerlitz, là, donc du côté de l'embouchure de la Bièvre, où là, il y a un cimetière romain, il y a donc un serpent, un dragon qui sévit, qui arrête les marchands qui vont à Rome, et qui les tue, etc., il faut que tu fasses quelque chose. Et donc Saint Marcel se met en prière, demande à la population de lui donner un coup de main, et lui disent écoute, tu vas tout seul, tu débrouille-toi. Donc bon, il jeûne, etc. Puis finalement, avec ses prières, il arrive tranquillement au petit matin, après avoir jeûné pendant quelques jours donc devant ce dragon. Il lui jette son étole au cou, et le dragon, complètement flagada, se laisse entraîner. Il va le noyer dans la Seine, où il disparaît à jamais. Et donc ces histoires de dragons, il y en a partout. Il y a Saint-Romain à Rouen, il y en a à Poitiers, il y en a dans toutes les grandes villes, à Metz, etc. etc. Ce sont tous le même scénario, qui est écrit donc au 7e, au 8e siècle dans les églises carolingiennes et qui rapporte donc à peu près la même chose, qui est donc la destruction des forces païennes et un aménagement du territoire pour une extension chrétienne. Donc c'est une désacralisation des eaux sacrées de l'époque celtique. Et en particulier pour ces eaux blanches ou ces eaux rouges. Dans le cas de Rouen, on a par exemple la ville de Rouen fait venir donc sous ses murs les eaux du Robec, c'est Rhodobecus, la rivière rouge, et qui est donc la rivière qui est la rivière des guerriers. Bon voilà, donc il y a une sacralisation très forte de l'espace au moment donc de cette. C'est pas véritablement une urbanisation, c'est une désurbanisation, mais sur la ville se recroqueville donc sur ce castrum. Et ce castrum, c'est un lieu qui est hyper sacré. L'intérieur est sacré, et donc il va être investi en particulier par les chrétiens, puisqu'on va y mettre donc des églises, etc., et on va se protéger. Bon, voilà, donc en fait, ce qui se passe après, donc au cours du haut Moyen-Âge, je voulais raconter, c'est que le christianisme va jouer un rôle très important, en ce sens qu'il va désacraliser l'espace, il va le christianiser, lui donner donc un sens commun, un sens que nous connaissons, en lui enlevant toute valeur sacrée, alors que les Celtes ou les religions celtiques avaient, pour tout phénomène de la nature, donc une vénération absolue. Les grosses pierres, voilà, c'était les dolmens, les menhirs, etc., c'était hyper sacré. Les arbres étaient les plus gros étaient sacrés. Les rivières les plus bouillonnantes étaient les plus sacrées. La Bourboule, etc., c'était des divinités, etc., donc on les respectait. Et justement, ceux qui perçoivent la logique de ce système-là, ce sont en particulier les bénédictins, qui vont se dire, donc les partisans de Saint-Benoît, etc., qui vont se dire, mais finalement, dans ce bouillonnement, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, il y a de l'énergie, il faut en tirer parti. De ces gros arbres qui sont là, qui sont hyper sacrés, etc., il y a de quoi faire une belle maison à la place avec tout ce bois. Et puis mettre une église à la place, parce que les gens, quand ils viendront voir pour faire des libations devant cet arbre sacré, ils auront une église à la place, donc ce sera très bien. Et de ces grosses pierres qui sont donc au carrefour, etc., il n'y a qu'à les tailler, faire une croix, et c'est pareil, ça fera un sacré chrétien. Donc le système se met vite en place, etc. Et puis donc, ce qui se passe donc au cours du 9e, 10e siècle, c'est que le christianisme croît à une vitesse absolument fabuleuse et à partir autour de l'an 1000, pour diverses raisons, se met en place donc un système de concentration de l'habitat dans des villages, etc., et surtout dans les grandes villes.
dans les grandes villes. Alors ces villes se ceinturent comment? D'abord, donc, comme l'a dit Toubert, il y a donc un remembrement, et l'Église joue un rôle assez important là-dessus, qui fait donc qu'on va créer donc des villages un peu partout, des concentrations donc chrétiennes. Et puis dans les grandes villes, les villes romaines qui ont eu de l'eau, qui sont entourées d'un castrum, etc., au contraire, on va se déployer de ce côté-là. Donc ces villes romaines qui datent de l'Antiquité, donc au 9e, 10e siècle, ce sont la plupart des villes épiscopales. Donc il y a un évêque avec un chanoine, avec un administrateur royal qui est un comte ou un vicomte, qui s'entend ou qui ne s'entend pas avec l'évêque. Bref, on a quelque chose qui est assez concentré et très excessivement riche. Donc ça regorge d'or qui a été investi dans les reliquaires. Il y a une population très dense. Il y a donc un quartier juif déjà pour le commerce international. C'est des villes qui sont qui ont plein de potentialités, comme on dit. Et puis il s'agit de développer le commerce. Donc ces villes ont été plus ou moins attaquées pendant un moment dans les années 1880-1890 par les Normands, qui les ont pillées, qui ont monétarisé, qui ont joué donc un rôle important dans l'économie, etc. Et puis un certain nombre de grands, comme on dit à l'époque des évêques, pas les rois, mais les Normands, par exemple, les ducs de Normandie, ce sont des gens très entourés, très fins, très astucieux, qui mettent en valeur les villes autour d'elles, etc., et qui vont accroître la population, les enrichir. Et surtout donc des évêques, des religieux. Alors les religieux jouent un rôle essentiel dans les rapports à l'eau. D'abord parce que l'eau, c'est quelque chose qui sert donc au baptême, et donc c'est important. Le Jourdain dans l'histoire chrétienne est donc la purification du corps par l'eau, mais aussi parce que chez les bénédictins, vous savez, c'est un ordre donc qui est anti-esclavagiste, puisque donc le moine ne doit pas avoir d'esclaves, ne doit pas faire de serviteurs. Il doit tout faire par lui-même, et en particulier, donc, premièrement, il doit consacrer le plus de temps possible à Dieu, à la prière. Donc, quand il fait son pain, il a une meule à main, etc. Pendant ce temps-là, il ne prie pas, même si il raconte des petites histoires de prière. C'est pas considéré comme du temps sacré. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un moyen, une nouvelle technologie qui existait déjà à l'époque romaine, qui existait chez les Celtes, chez les Germains, etc., qui est le moulin à eau. Donc ils vont s'en accaparer en se disant, mais voilà un outil intéressant, parce que le temps que je consacre à broyer mon grain pour faire ma meule de pain, etc., je vais donc mettre tout ce temps-là dans le moulin, et comme ça j'aurai tout mon temps pour prier, et donc à sauver l'humanité. Donc c'est la cause humanitaire qui est fondamentale. Et comme ce sont des gens qui sont très coopératifs, qui travaillent tous ensemble, etc., avec une communauté donc européenne, comme on a dit que les héritiers donc, des bénédictins, Clairvaux et Cîteaux, etc., étaient des multinationales du Moyen-Âge, c'est un peu ça, ce sont des multinationales, et donc par conséquent, donc, ils ont des technologues, des techniciens, des constructeurs de moulins qui viennent et qui se déplacent, etc., et qui les construisent. Et elles vont habiller donc leurs abbayes avec de ces moulins qui vont ensuite servir. Le relais va être pris par les rois mérovingiens et carolingiens qui vont les utiliser dans leur grande villa quand ils se déplacent, etc. Et puis à partir du Xe siècle, il y a un certain nombre d'évêques qui vont saisir donc l'astuce du moulin en se disant, en gros, leur système, c'est de se dire, si j'investis dans un moulin, si avec l'argent que j'ai, avec les richesses que j'ai, je construis un moulin, je pourrais donc faire de la farine et par conséquent donc employer des gens à travailler donc à la construction de l'église, et pendant qu'ils construiront l'église, eh bien ils n'auront pas à broyer leur pain, etc., parce que je leur donnerai à manger. Donc voilà, donc il y a une espèce d'échange. Le moulin devient un instrument qui permet la division du travail, qui permet donc la multiplication des activités urbaines.
en particulier autour du chantier d'église. Et vous savez qu'au Xe siècle, les chantiers ecclésiastiques ont joué un rôle très important dans la dynamique urbaine, dans la dynamique économique. Puisque donc, dans cette construction, on a besoin d'ouvriers, il faut les entretenir, il faut donc acheter des matériaux, il faut les faire venir, etc. Donc il y a une dynamique qui apparaît, par exemple à Beauvais, donc, que j'ai montré précédemment, déjà autour des années 900-950, 920-950, où l'évêque Roger, qui est un copain de Robert le Pieux, qui est le roi de France à ce moment-là, et qui l'a placé donc à Beauvais, a le monopole. Il a réussi à évincer donc le comte de Beauvais, etc. Il a le monopole, et il va donc voilà, il va installer donc, il va chercher le terrain là ici. Vous voyez, il va le faire venir par un. D'abord, il va faire probablement des fortifications, un fossé de fortification. Vous voyez ici, il y a un moulin qui apparaît vers 920. Un autre moulin vers 930 et un autre moulin ici. Voilà, ce moulin-là. Ces trois moulins apparaissent vers 930. Donc s'il y a des moulins, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Donc il y a un fossé qui a été constitué. Un grand parcours tout autour qui entoure un espace qui est, vous voyez, 10 fois plus large que l'espace du castrum. Et c'est là où les populations peuvent se réfugier en cas d'attaque. Et puis... donc faire un peu de moisson, du jardinage, élever des poules, des lapins, etc., de quoi survivre, parce qu'il y a une ceinture assez large quand même. Et puis il fait venir à l'intérieur ici, vous voyez, il fait suivre la route, la voie romaine, par des canaux tirés donc du terrain. Celui-là, il date du XIVe siècle, voilà le terrain qui est ici. Et là-dessus, eh bien, il place des moulins. Donc vous voyez, ce sont des moulins, tant moulins de la couture, moulin du Mardançon, moulin de Marguerite, etc. Et sur ce terrinet, sur ce petit terrain, donc, il va développer l'artisanat. Il va émettre ce qui est donc issu de l'économie locale et qui profite bien, le cuir. Donc le cuir, ça permet d'habiller les guerriers. Dès que vous avez une guerre, vous avez une croissance de la demande en cuir. Un cheval, c'est quand même 30 ou 40 kilos de cuir. Et donc, ça permet de faire des peaux épaisses, etc. Ça fait des chausses, ça fait des armures, etc. Bon, voilà. Donc, le cuir, c'est très important dans la société féodale. Et par conséquent, donc, on va multiplier les tanneries. Voilà, ça, c'est le cas de Beauvais. Le cas suivant est un peu plus tardif, c'est le début du XIIe siècle, ça, c'est Provins. À Provins, vous avez les comtes de Champagne qui se sont réveillés un peu tard, mais qui sont quand même très excessivement riches, en particulier donc surtout à l'époque de Henri le Libéral et de Thibault le Chansonnier. Donc cette cour de Troyes, cette cour de Champagne où il y a Chrétien de Troyes, etc., où il y a les chansons de geste, donc une cour très riche. Et elle est riche parce qu'il y a de très bonnes eaux. Et en particulier, il y a cette ville ici de Provins qui n'existe pratiquement pas à l'époque carolingienne. Il y a juste cette tour qui est là, la tour de l'époque carolingienne. Ici, il y a un énorme marécage où il y a le dragon, il y a l'église de Saint-Ayoul qui est là. Attendez, Saint-Ayoul qui est là. Il y a le dragon de Saint-Ayoul, bien sûr, évidemment, qui est toujours en train d'embêter les passants qui vont sur la route de Troyes, qui est par là. Et puis, donc, autour des années 1120-1130, l'entourage de Henri le Libéral, en particulier un de ses architectes, ingénieur, enfin on ne sait pas trop comment l'appeler, qui s'appelle André le Sémentier, qui va organiser, remarque que cette rivière-là qui se jette, il y a deux rivières, il y a la Voulzie qui est ici, qui passe par là, et cette rivière, dont je vais taire le nom, qui vont ensuite se jeter dans la Seine, et cette rivière va s'appeler le Durtain. C'est-à-dire la rivière qui permet d'avoir le teint dur, c'est-à-dire une rivière très calcaire, une rivière très blanche. D'accord ? Parce qu'on s'aperçoit qu'avec tout l'essor de la construction urbaine qu'il y a donc pour tirer une valeur ajoutée de la ville, une grande richesse donc de la ville, il faut transformer les matières. Les Romains n'avaient pas compris ça. Les Romains, la plupart des activités économiques avaient lieu donc dans les villae, à la campagne, etc. Dans la ville, c'était un centre religieux, un centre politique, mais pas un centre économique au sens de... Il y a des banques, etc., mais il y a très peu de transformation de matière. Au contraire, la ville médiévale
tire les matières premières de son voisinage, les transforme dans la ville, donc tire une valeur ajoutée supplémentaire, et en plus, donc, dans cette ville, elle les vend. Donc, troisième, une très haute valeur ajoutée. Et parmi ces très hautes valeurs ajoutées, il y a le cuir, évidemment, enfin, tout ce qu'il y a avec le cuir, la cordonnerie, la mégisserie, la pelleterie, la parcheminerie, etc. Donc tous les métiers du cuir qui ont besoin d'énormément d'eau. Pour fabriquer 1 kg de cuir, il faut 500 litres d'eau. Donc c'est des quantités énormes qu'il faut. Une ville comme Troyes consomme à peu près 300 tonnes de cuir donc vers les années 1350. Donc vous voyez la masse conséquente d'eau qu'il faut. L'autre chose, c'est le drap, la draperie, la laine. Alors là, on va foncer, les villes du bassin parisien vont foncer dans ce créneau parce qu'il y a une très forte demande de la part des pays donc de la Méditerranée, de la laine, parce que c'est beau, parce que c'est moins cher que la soie et c'est aussi noble, parce qu'il y a l'Italie, etc., etc. Alors cette laine, pour se développer, c'est une laine importée d'Angleterre, une laine à fibre longue, mélangée avec un peu de fibre locale. Mais surtout, ce qui est important, c'est que pour que la laine soit belle et soyeuse, il faut qu'elle ait des qualités spéciales que va lui donner donc l'environnement, et surtout une teinture très spéciale. Quand vous avez, enfin, je vais me dire peut-être un peu des bêtises, mais quand vous achetez un pull chez Tati, vous n'êtes pas sûr que la teinture tienne bien. Vous avez un pull noir, vous êtes un peu coloré le soir après avoir transpiré, donc ça ne vous plaît pas. Donc au contraire, si vous avez un pull, je ne sais pas quoi, Kenzo, en principe c'est soigné. Bon, donc en fait c'est la teinture qui tient. Donc pour que la teinture tienne, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et essentiellement, il faut que pour que la teinture tienne, il faut que l'eau soit calcaire. Plus une eau est calcaire, meilleure est la teinture. Donc plus une eau est calcaire, plus elle est blanche. Et par conséquent, les villes qui, au cours du bas empire romain, ont tiré donc, chez elles des rivières les plus blanches du coin parce que c'était les plus sacrées, ce sont celles qui sont les plus à même de fabriquer des draps blancs, des draps de très haute qualité. La deuxième chose aussi qui est importante pour avoir un bon teint, pour les draps, une belle teinture, c'est d'avoir des teintures plus soutenues que les autres. Donc on s'aperçoit au Moyen-Âge qu'un certain nombre de rivières ou d'eau donnent des couleurs plus chatoyantes que les autres. Par exemple, les eaux ferrugineuses, les eaux rouges, un peu comme le Robec de Rouen, permet à la couleur rouge d'être plus soutenue parce que l'oxydation intrinsèque, etc., permet d'avoir un rouge plus écarlate, plus rouge, plus vif qu'un rouge normal. Et que pour avoir donc, des beaux bleus ou des beaux verts, il faut que les eaux soient cuivreuses. Et vous allez avoir une manufacture qui va se servir de ça, donc encore au XVIIIe et même encore au XIXe siècle, c'est la manufacture des Gobelins à Paris. Quand Chevreul est le directeur, qui est le directeur donc chimiste, directeur de la manufacture, fait des analyses, il arrive dans les années 1830, il trouve ça bizarre, il trouve qu'ils utilisent l'eau du puits et l'eau de la Bièvre, différemment pour différentes teintures. Et il s'aperçoit que dans l'eau du puits des Gobelins, on jette périodiquement, une fois tous les 3 mois, un seau de clous rouillés pour augmenter donc les sels ferriques, et on s'en sert pour la couleur rouge, et au contraire, on prend l'eau de la Bièvre pour faire la couleur bleue. Donc voilà, et les villes médiévales vont servir aussi de ces qualités intrinsèques et des analyses micrométriques des eaux montrent qu'en gros, il y a un certain nombre de villes, en particulier une ville comme Beauvais, qui va devenir excessivement riche parce que le terrain a aussi, et le ruisseau de l'Avelon a des qualités donc, cuivriques qui permettent d'avoir de très belles couleurs bleues. Donc voilà qu'est-ce qui se passe donc, dans la société médiévale, c'est qu'on va chercher l'eau et on va tirer parti de l'eau, d'abord premièrement pour la défense, premièrement pour la défense, pour protéger la ville, c'est la première fonction, la fonction initiale, mais ça existait déjà à l'époque romaine. La deuxième fonction qui est importante, c'est pour les questions énergétiques. Donc on veut des moulins
pour mécaniser pour la nourriture. Donc ça va être des moulins, bien sûr c'est des moulins à eau au départ, avec des moulins à eau en dessus ou des moulins à eau en dessous. Enfin, je ne vais pas marquer les différences, ça dépend du relief. Les moulins à vent viennent après les moulins à eau. Les moulins à vent, c'est une invention qui vient des confins de l'Iran et de l'Irak et qui arrive donc en Espagne au milieu du Xe siècle, avec les Omeyyades, 9e siècle avec les Omeyyades, et qui est transférée donc en Occident, en Normandie, autour des années 1120-1130, et qui va tourner. Mais c'est bien après les moulins à eau. Et les moulins à vent, leur grande période, c'est à partir de la Renaissance, et surtout donc le 19e siècle. Donc je vous renvoie aux lettres de Montmoulin, etc., qui fait donc cette gloire de ces éoliennes. Donc pour l'or, l'énergie est utilisée. Et on compte à peu près une roue de moulin, dans les années 1250, une roue de moulin pour 1500 habitants, à peu près. Donc, ce qui permet de calculer la densité et la population urbaine. C'est un des moyens, en tout cas, de faciliter la connaissance. Donc, ces moulins servent, comme je vous l'ai dit donc, au départ, donc, à la mouture des blés. Ces moulins servent aussi, bien sûr, à d'autres choses, à faire à scier. Les moulins à scier à faire des planches, on va les utiliser de plus en plus comme mécanique. Ils servent à laminer, ça va être des moulins à plomb, des moulins tape-plomb par exemple à Amiens, ça va être des moulins à tan, pour broyer le tan, vous savez que c'est de l'écorce de chêne, enfin d'écorce de bois, qui doit être réduit en poudre pour mettre dans des cuves, pour permettre donc au cuir de macérer et de se transformer. Donc ces moulins à tan, il y en a dans toutes les villes importantes, et des fosses à tan, il y a des centaines et des centaines dans la ville et autour de la ville. Alors ce qui est intéressant, et puis alors la troisième fonction, donc moulin pour fabriquer donc des moulins, enfin les moulins pour l'énergie, et ensuite donc des cours d'eau qui vont servir pour la teinture, pour le textile, pour le cuir, pour la boucherie, pour les abattoirs, ce qu'on appelle les massacreries, d'accord, et ce qui est intéressant, c'est que dans un certain nombre de cas, on va trouver donc que les boucheries ou les abattoirs se situent à l'amont des teintureries, parce que finalement des tanneries, parce qu'on pense que le sang qui est déversé dans la rivière permet de renforcer le cuir. Donc il y a une complémentarité de ces métiers qui se passent. En revanche, pour les métiers de la draperie, pour les métiers de la teinture, vont leur suivre les métiers de la mégisserie ou de la pelleterie, parce qu'on utilise ce qu'on appelle de l'alun, c'est-à-dire donc un aluminate qui permet donc de mordancer les toiles, c'est-à-dire de permettre à la teinture de mieux accrocher, en particulier pour les teintures rouges et les teintures vertes. Bon, je ne rentre pas tout à fait dans les détails. Donc, deuxième utilité donc, de cette eau pour l'alimentation. Et puis la troisième pour la boisson, et encore c'est une manière relativement dérisoire. Pour la boisson, on dispose de quantité de puits. Donc chaque maison fore un puits à peu près, et à Paris, donc au 15e, 16e siècle, on a à peu près 10 000 puits dans la ville de Paris, ce qui est assez important. Donc par ailleurs, ces rivières ne sont pas du tout délaissées comme on peut l'imaginer ou comme on vous l'a appris à l'école, où on nous a appris, oh, regardez ces gens au Moyen-Âge, ils sont crades et tout, c'est pouilleux et tout, mais nous avons le progrès pour nous avons 2 fois par semaine, nous brossons les dents et nous prenons 3 litres de rouge. Mais donc au Moyen-Âge, en fait, les rivières sont très surveillées, tout simplement parce qu'on a besoin d'une police. Vous imaginez qu'un drap soit maculé de merde, appelons ça comme ça, vous n'allez pas l'acheter évidemment. Donc vous avez intérêt à surveiller. Et donc toutes les villes ont des polices extrêmement strictes. Si on vous prend en train de faire pipi dans la rivière à Amiens, c'est une semaine de tôle. Donc ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À Rouen, la surveillance des eaux est confiée à un amiral. C'est l'amiral du Robec. Donc cet homme-là passe son temps à surveiller les moulins, à contrôler les eaux, etc., etc. Et il y a quantité de procès entre les tanneurs, les moulins, les meuniers, etc., en ce qui concerne la gestion et la propreté de la rivière. Et preuve que les rivières sont propres, c'est que cet ancien fossé de fortification, voilà, bon, je suis reparti, donc l'ancien fossé du Castrum va
au cours du XIIe siècle, se transformer en égout, puisque donc c'est la partie la plus commerçante de la ville. Donc c'est là où se trouve donc la cathédrale, etc. Ce fossé va s'appeler le maire de Roum, le maire des Roum, etc. Le merdier, finalement. Bon. Et donc c'est là où il y a donc le maximum d'eau qui sont rejetées. Voilà, donc une eau extrêmement riche donc, dans cette ville médiévale qui fait la richesse proprement dit. Bon, vous voyez donc cette partie-ci, là, c'est ça donc le fossé. Cette partie-là, voilà, s'appelle Merlançon. C'est bon, voilà, c'est caractéristique. Et on a deux exemples précis à Troyes et à Paris où le comte de Troyes et le roi à Paris donc, ont construit des égouts. Je voulais insister pour dire que la densité donc, de l'eau dans les villes font que 2/3 des villes du bassin parisien ont une densité de canaux au moins égale à Venise à la même époque. Et qu'on peut affirmer que 2/3 des villes, ou la majorité, pour faire bien, la majorité des villes médiévales sont des Venises. Il y a une quantité d'eau qui est énorme. Et ce sont des eaux dynamiques qui circulent, qui sont aérées, qui sont oxygénées par les roues de moulin, etc. Donc la demande biologique en oxygène, la demande chimique en oxygène est satisfaite. Et dans toutes les villes, il y a beaucoup de poissons. Il y a de la pisciculture. À Amiens, on en tire pour 3 tonnes et demie tous les ans de poissons, qui servent donc à un super gueuleton que soit le conseil municipal et qui en donne aux pauvres. Voilà. Donc voilà. Alors tout ça, ça marche très bien. Et puis, au cours du XIVe siècle, c'est la cata. Il faut que je me dépêche, d'ailleurs. C'est la cata. Il y a la crise économique et surtout, il y a l'apparition d'un monstre qui sont les armes à feu. Donc ces armes à feu, ça chamboule complètement les villes. D'abord parce qu'auparavant, on n'attaquait pas trop les villes parce que c'était mortel, les villes, parce qu'avec les puissantes murailles, etc., les échelles, on se faisait vite viander, comme on dit, et c'était un peu la cata. Donc on préférait se battre en race campagne, c'était des guerres de mouvement. Mais avec les armes à feu, avec les bombardes, etc., la ville devient, c'est super, c'est un truc, il y a qu'à arriver devant, se mettre devant, battre brèche, voilà le terme. On met les canons devant et on tire, boum, boum, boum. Puis au bout d'un certain temps, le mur tombe, on n'a plus qu'à rentrer. Donc c'est super. Alors là, vous avez les richesses, vous avez les femmes, vous avez les prêtres, vous avez tout, vous êtes pardonnés, tout de suite, il n'y a pas de problème. Et vous contrôlez le territoire. Donc la ville devient un nœud extrêmement important pour les guerriers. Et la ville n'a pas d'autre moyen pour se défendre contre les armes à feu que d'éloigner le canon de la muraille. Il n'y a pas d'autre moyen pour empêcher de battre brèche. Donc par conséquent, elle démolit ces fortifications ancestrales qui faisaient 20 mètres, un peu comme vous voyez à Provins, etc., des murs très hauts. On les arrase à 10 mètres, c'est déjà pas mal, 10-15 mètres. Et surtout, on va creuser donc des fossés de plus en plus larges, de telle façon à prendre de la terre et la mettre sur la fortification et en faire un boulevard. D'accord ? On va faire donc creuser, déblai, remblai. Et au fur et à mesure que les guerres vont avancer, les armes vont devenir de plus en plus puissantes et donc la fortification va être de plus en plus épaisse et de plus en plus large. Et vous avez le cas, par exemple, typique, c'est Beauvais. J'avais calculé la capacité des fossés de Beauvais, donc, qui sont là en 1250, c'est 70 000 mètres cubes, ce qui fait donc 3 hectares et demi, enfin, oui, c'est ça, 35 000 mètres carrés, 2 mètres d'épaisseur. En 1650, c'est passé subrepticement, comme ça, à 500 000 mètres cubes, 7 fois plus. Donc en fait, toutes ces rivières-là qui sont autour, là, ne rentrent plus dans la ville, rentrent avec un tout petit débit. Et de toute façon, comme c'est la crise économique qui s'est installée pour 500 ans, pour 300 ans dans ces villes, puisque l'activité urbaine, le cuir, ça marche plus tellement puisqu'il n'y a plus de fossés. La laine ne marche plus. Pourquoi ? Parce que les moutons, comme on a faim, on en fait des méchouis. Et puis que le roi d'Angleterre, dans sa conquête de la France, a mis l'embargo sur les laines anglaises et préfère faire du drap chez lui que d'exporter les laines et tout. Donc il n'y a plus de laine en France. Et on va développer un autre textile qui coûte pas cher, qui est pérenne, etc., qui est reproduit, végétal, le lin et le chanvre pour faire de la toile. On passe donc d'une économie du drap, une économie donc de textile animal, à une économie de textile végétal. Et là,
donc ça va être l'essor de la toile. Et la toile, c'est quelque chose de très simple à faire. Vous prenez donc, vous semez donc le chanvre ou le lin donc au printemps, et puis vous le récoltez au mois de septembre. Donc vous le faites sécher, vous le faites pourrir dans des fosses qu'on appelle à rouissage, des fosses à lin ou à chanvre, donc pendant tout l'hiver. Et ensuite vous gardez que l'écorce, vous pliez, etc. Vous ratissez l'écorce que vous tissez dans sur des petits métiers, qui sont des métiers qui sont un peu le format du torchon actuel. Ça pourrait être un format hérité du XVIe siècle. Et donc voilà, vous avez une toile qui est crue, qui sert pour se vêtir, etc. Et si vous voulez tirer beaucoup de bénéfices de cette toile, donc c'est une toile qui est locale, c'est encore une production locale. Tout autour de la ville se plantent donc les chanvrières et les linières. Et donc, pour fabriquer cette toile, mais pour tirer bénéfice de cette toile, une très haute valeur ajoutée, il faut la blanchir. Plus la toile est blanche, alors que le drap c'est le contraire, plus la toile est blanche, plus vous tirez une valeur ajoutée, plus vous l'affinez, plus vous la raffinez, plus vous pouvez la travailler, la broder, etc., etc. Donc pour qu'une toile soit blanche, il faut de la patience. Il faut de la patience et de l'acidité. Alors, contrairement au drap qui avait besoin donc, de teinture, le drap avait besoin d'air, d'être aéré, etc. en permanence pour pouvoir maintenir la teinture végétale, la toile, au contraire, plus elle fermente, plus elle blanchit. Alors, le système-là, la société qui va du XIVe au XVIIIe siècle va trouver le modèle. C'est-à-dire que les toiles vont se développer dans ces périphéries urbaines, ici, donc autour de ces fossés de fortification qui sont là, tout autour, qui se sont considérablement élargis. Et en s'élargissant, l'eau stagne. D'accord ? Comme vous avez un même débit au départ, si vous élargissez le tuyau, la vitesse de l'eau diminue, elle ne bouge pas. Donc cette eau stagne. Donc cette eau se corrompt, elle fermente. Et chimiquement, la propriété de la fermentation, c'est de faire une eau acide. Donc cette légère acidité de l'eau permet de désoxyder les toiles. Alors comment ça se passe ? Vous avez une toile écrue, donc toutes les périphéries et surtout donc l'aval de la ville est occupé par des prés qui sont des zones inondables, qui sont drainés par des petits fossés qui font 15-20 cm, 30 cm de large sur 30 cm de profondeur, avec une eau qui coule à faible débit. Et donc les blanchisseuses vont le matin, déposent donc leur toile dans la rivière, reviennent le soir, la mettent sur le pré, disent que quand c'est la pleine lune, c'est super, c'est là que ça blanchit le plus, et puis donc reviennent le lendemain, reposent le drap, etc. Ils font ça 400-500 fois, il faut 1 an et demi à 2 ans pour blanchir une toile. C'est un petit boulot, donc on vient avec des enfants et tout, bon voilà. En fait, ce qui se passe, c'est donc au XVIIIe siècle, les académiciens disent qu'ils sont complètement starbés, les blanchisseuses, de croire que c'est avec la Lune que ça se fait, les rayons de la Lune. En fait, ce qui se passe, c'est l'oxygénation de l'air avec le serein ou à l'aube, donc avec le coucher de soleil ou à l'aube, qui est chargé donc par les gouttes de tête de pluie. Cet oxygène vient oxyder donc les matières colorantes donc de la toile et donc les transformer en oxyde. Et ensuite, donc, le lavage à la rivière permet de désoxyder et de purifier, donc de blanchir ces toiles. C'est ça le processus. Mais il y a un certain nombre de villes qui vont blanchir mieux que d'autres. Une ville comme Beauvais. Pourquoi une ville comme Beauvais ? Parce que ici donc s'installe une manufacture, une papeterie. Et donc la papeterie, vous savez, c'est un sous-produit de la toile. La papeterie va se développer au XIVe siècle pour remplacer le parchemin qui était à base de peau, etc. Parce qu'il y a de la toile. C'est des toiles pourries qui servent à faire du chiffon et qui servent donc à faire du papier. Or, toute la fermentation, la préparation du papier se fait avec de la fermentation de la pourriture. Dans un lieu, on enferme les chiffons dans un lieu qui s'appelle le pourrissoir. Et quand, au milieu de l'été, au mois d'août, donc on arrose tous les jours. Et donc, quand au mois d'août, là, vous voyez, ou des gros verres, ou vous mettez la température de votre main dedans, vous l'arrachez vite fait, parce que la température est à 50-60 degrés, à ce moment-là, la pâte est prête,
et vous faites, etc., etc. Et donc vous amenez l'eau donc, dans ces moulins à papier qui vont acidifier la ville, acidité donc la rivière. Donc voilà la production. Dans cette période qui va du XIVe au XVIIIe siècle, j'avance un peu. Ah, voilà, c'est ça. Donc voici, donc ça c'est Beauvais, donc un lieu, Beauvais au XIVe siècle, avec donc ces grosses tours, etc., ces fortifications qui commencent à se manifester. Voici donc un des produits de la stagnation urbaine, de la stagnation de l'eau dans la ville, c'est que l'humidité de la ville devient absolument phénoménale. D'accord, la ville est ceinturée d'eau, l'eau ne bouge pas, on a une espèce de pot de yaourt à l'intérieur et vous vivez dans cette merde. Donc vous ne vivez pas longtemps, évidemment, mais vous vivez, c'est toujours ça. Et un des produits, un des ferments de ce sol humide, du fait de la roche poreuse, etc., c'est la production de salpêtre. Donc la salpêtre sert à fabriquer de la poudre à canon et donc à faire la guerre. Donc plus le potentiel d'humidité, de putréfaction dans la ville est fort, plus vous avez une production de salpêtre qui est importante. Et je vais vous donner un chiffre. En 1800, la production française de salpêtre est de 1500 tonnes. Pour l'Empire, ce qui est quand même pas mal, 1500 tonnes. Eh bien, le tiers de la production vient de Paris. Paris, c'est la ville la plus pourrie de France. 500 tonnes sont issues des gravats de Paris. Donc, c'est vous dire la quantité de salpêtre. Le salpêtre, il pousse de moins 1,50 m dans le sol jusqu'à 2,50 m de hauteur. Tout ça dans la pierre. Voilà, donc les salpêtriers sont très réputés. Voici donc des paysages d'eau de la fin du début du XIXe siècle. Ça, c'est les alentours de Troyes. Ça, c'est les alentours de Amiens. Vous voyez ces paysages d'eau, c'est de la ville qui stagne, qui est là dans la ville. Ça, c'est Évreux, autre ville encore. Ça, c'est toujours Amiens, je crois. Je crois que c'est derrière Amiens ou Troyes. Et puis, donc, j'arrive à cette quatrième phase de l'eau, je vais être rapide, qui est la destruction de tout ce système-là. Alors, au XVIIIe siècle, la raison veut avoir raison. D'abord, on fait un certain nombre de choses. Les militaires, d'abord, les officiers du génie, Vauban, etc., et d'autres, disent ces fossés-là qui sont autour de la ville, ça coûte cher à entretenir. Ça ne sert à rien. Surtout sur les villes de l'arrière. On ferait mieux de les combler, et comme ça, donc, nous, ça nous permettrait de nous renforcer sur les frontières, où on a quand même 150 à 200 places fortes à gérer. Donc, détruisons ces fossés, ça ne sert à rien. Bon, ben voilà, et puis le roi dit, il n'y a pas de problème, là, ça me fait des économies, c'est bon, et puis je vais revendre ces terres-là aux municipalités qui vont faire des boulevards, des promenades, etc. Les ingénieurs sont aussi... pour rentabiliser les voies navigables, etc., il faut des routes et des chemins et des voies. Et par conséquent, il faut surveiller, canaliser la rivière. Et surtout, donc, il faut empêcher, disent les médecins, il faut empêcher les eaux stagnantes. Depuis les années 1740-1750, se sont constituées ce qu'on appelle les constitutions médicales, puis les topographies médicales à la fin du XVIIIe siècle, pour lesquelles les médecins établissent donc des rapports entre le relief et les maladies, et ils s'aperçoivent que, statistiquement, que ceux qui vivent dans les marécages ou dans les bas-fonds meurent beaucoup plus vite que ceux qui vivent sur les hauteurs, etc. Et que la ville, en gros, est un mouroir, alors que la campagne est un lieu de bonheur. Donc il faut changer, parce que finalement, c'est la ville qui produit. Et puis, d'autre part, il y a aussi les chimistes qui interviennent, enfin les grandes entreprises, les manufacturiers, les commerçants qui disent que, bah oui, effectivement, ça se pourrit, etc. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, en gros, il y a un consensus académique, scientifique à la fin du XVIIIe siècle, des savants. Le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle de l'eau scientifique. C'est la découverte de l'hydrodynamique, de l'hydraulique, de ces grandes disciplines, de la résistance des fluides, etc., que conduisent d'Alembert, de Bossu, Diderot, Euler, etc. Il n'y a pas un savant, pas un mathématicien au XVIIIe siècle qui a mis ses pieds dans l'eau et qui a trouvé un théorème, etc., grâce à l'eau. Bon, donc tout ça fait qu'on décide plus ou moins, donc à la fin du XVIIIe siècle, et surtout donc au XIXe siècle, d'éliminer cette eau, parce que cette eau apporte des moustiques, apporte le paludisme, apporte des maladies, et il faut l'en dissiper. Pour cela, donc, il faut combler, ou en tout cas dissimuler l'eau
dans des égouts, etc., pour empêcher les odeurs. Parce que ça pue tellement, l'eau stagnante, que plus l'eau est cachée, mieux c'est. Donc on couvre, et il n'y a pas d'autre solution, si vous avez donc une eau stagnante, pour la faire couler, c'est de la chasser, c'est-à-dire d'avoir une origine, à l'origine du tuyau que vous avez chassé, donc faire un système de chasse. Et par conséquent, donc on décide plus ou moins, à l'exemple de Versailles, à l'exemple de Rome d'abord, de Sixte Quint, puis de Versailles de Louis XIV, puis etc., d'installer des fontaines dans les villes au XVIIIe siècle. Donc toutes les villes se mettent à avoir des belles fontaines, etc., que ce soit les villes d'Auvergnat, bretonnes, etc., une petite ville, une belle fontaine. Et surtout, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter le débit de telle façon à augmenter la chasse. Parce qu'on a besoin d'eau pour la maison, on est dans une phase d'hygiénisation, etc. Et par conséquent, donc, il faut que cette eau chasse les eaux usées. Et en plus, on aura besoin, donc, au XIXe siècle, avec l'augmentation du commerce et du trafic, etc., d'avoir un trafic beaucoup plus important, parce qu'on développe les trottoirs, donc il y a plus de piétons, etc., sur les trottoirs, donc les calèches, la circulation, le trafic se réduit, et par conséquent, il faut des routes nouvelles. Et on va donc recouvrir ces cours d'eau d'une rue, et qui vont servir ainsi donc à une nouvelle circulation. Donc ces rivières disparaissent, et avec des grandes sonneries de cloche, qui sont le choléra de 1832, qui va marquer l'acte de condamnation donc dans les villes, le choléra de 1847 qui va donner un deuxième coup, et un autre choléra de 1864-65, et à chaque fois donc cette eau disparaît. Il ne reste plus que petit à petit, alors ça dépend des villes. Bon, il y a des villes qui ont été, Paris a été particulièrement rapide, puisque c'est confié donc au grand maître du canal de l'Ourcq, Girard, le fait donc de recouvrir ces canaux. Une ville comme Beauvais ne va attendre que les années 1945-1950. Mais en gros, le système est le même. C'est de dire que l'eau doit disparaître de la ville. L'eau doit tourner, enfin la ville doit tourner la ville à l'eau, ou en tout cas doit l'ignorer, et doit la faire disparaître par-dessous. Et il y a un tel, au XXe siècle, il y a une telle idéologie contre l'eau que tous les médias s'y mêlent. C'est-à-dire que vous regardez François, La Liberté du Morbihan, La Montagne, etc., les lieux de criminalité, ce sont tous des lieux où il y a de l'eau. C'est là qu'on trouve des fœtus, c'est là qu'on trouve des attaques, c'est là qu'on trouve des vieux frigos pourris, etc., etc. Ce sont des lieux à défaire. C'est là que, dans Quai des Brumes, etc., c'est là aussi que le cinéma investit, et ce sont des lieux de criminalité. Donc l'eau doit être hors de la ville, doit être détruite. Bon, alors voilà. Et puis subitement, donc pour conclure, parce que je vais conclure quand même, donc à la fin, c'est bon ? Ah, j'ai encore une demi-heure. Bon, alors, je vais en profiter pour... Bon, alors, je vais avancer dans mes images. Voilà, ça c'est le bain. Donc, oui, chose importante au XIXe siècle, c'est donc l'eau dans les tuyaux. Alors, l'eau dans les tuyaux, c'est vraiment une affaire excessivement importante au XIXe siècle, puisque ça va créer donc des compagnies, ça va être donc à savoir est-ce que l'eau est publique ou l'eau est privée. Ça va créer donc des compagnies, et surtout parce que ça va être l'eau dans les tuyaux va être porteuse d'un message hygiéniste. Donc le Moyen-Âge avait été, le XIIe, XIIIe siècle, je reviens sur ma petite tasse de thé, qui avait développé des bains, les fameuses étuves, qui n'avaient rien à voir avec les bains romains. C'était des petits lieux, etc., qui étaient probablement l'origine des bains juifs, puisque les femmes juives sont, quand elles ont eu leurs règles, etc., tant qu'elles ont leurs règles, sont impures. Par conséquent, elles sont obligées de se prendre un bain, à l'issue de leur voilà. Et puis voilà. Donc c'est un lieu qui va être occupé vraisemblablement par ensuite, quand ils ont été chassés, et qui sont devenus donc les étuves. Et puis donc au cours du XIVe, XVe siècle, la vague d'hygiène disparaît. Et les étuves se transforment plus ou moins en lupanar. C'est des lieux où on se rencontre, il y a un tas de contes, etc. Et ça devient le bordel. Et d'ailleurs, l'étymologie jusqu'à Littré, donc le grand maître de la langue française, le mot bordel, on dit que l'étymologie c'est Bordeaux. C'est parce que c'était au bord de l'eau.
Vous voyez, donc il y a une promiscuité quand même entre ces deux termes. Bon, mais au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, il y a un regain d'hygiène et on veut donc plus se baigner, plus se laver le corps. C'est les nouvelles théories d'Hippocrate qui sont remises en jeu. Et donc, comme il faut laver la cité, il faut la dépoussiérer, etc., il faut laver le corps. Donc on a un besoin énorme de se laver. Et vous avez ici, donc c'est une caricature, mais les baignoires sont portatives, on vous apporte l'eau chaude à votre étage, etc., en attendant que vous ayez l'eau courante. Alors, autre chose qui est importante, donc ça c'est une machine qui est donc pour la pompe Notre-Dame à Paris, qui est la machine destinée donc à pomper l'eau de la Seine pour donner donc l'alimentation en eau aux Parisiens. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte consommation, une très forte demande d'eau, puisqu'il y a quelque chose qui apparaît au début du XIXe siècle, à peu près partout, dans toutes les villes françaises, qui est la garde-robe à l'anglaise. La garde-robe à l'anglaise ou water closet. Donc la garde-robe à l'anglaise, c'est donc un système qui vous fait venir donc l'eau dans une cuvette et qui vous met donc un siphon qui communique donc avec la fosse d'aisance et qui empêche donc les odeurs de remonter depuis la fosse d'aisance chez vous et qui vous permet donc de chasser vos petits besoins et vos gros besoins par un coup de chasse d'eau, etc. Voilà. Alors, garde-robe à l'anglaise, c'est un truc fabuleux, c'est une invention britannique qui est excessivement coûteuse. Les premières garde-robes à l'anglaise qui datent de Napoléon sont vendues à peu près autour de 1500 francs donc de Napoléon, c'est-à-dire le salaire annuel d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées. C'est quand même pas mal, ça fait on dirait 50 000 euros quand même. C'est une installation très coûteuse, donc il faut avoir de quoi faire. En fait, le problème, c'est que la garde-robe à l'anglaise empêche d'avoir de mauvaises odeurs. Et une des anecdotes les plus importantes, c'est que ça va complètement perturber le marché du fumier dans les grandes villes. Parce que vous avez donc des fosses d'aisance sous les maisons, et ces fosses d'aisance donc séchés sur des étangs superposés, etc., et sont séchés et vendus sous forme de poudrette, ce qu'on appelle la poudrette, qui est un engrais de très bonne qualité, pour les paysans, et surtout pour mettre les pots de fleurs, et pour mettre le petit pot avec des haricots, qui permet d'avoir des haricots et de quoi manger, des haricots verts, de temps en temps chez soi, avec l'autre nourriture très importante, qui est le lapin, parce qu'avec le lapin, on a de la nourriture, on a de la viande, et on a aussi de la peau qu'on vend pour faire des chapeaux. Donc on a besoin de cette... Alors, catastrophe avec le canal de l'Ourcq, avec l'eau qui arrive donc à Paris, c'est que les fosses d'aisance se remplissent beaucoup plus vite. Puisque en gros, pour 500 grammes d'excréments, vous mettez 5 kg d'eau, 10 fois plus. Donc la fosse est remplie 11 fois plus. Donc les excréments sont de plus en plus liquides. Donc la voirie de Bondy ne marche plus, puisque ça pédale dans la semoule, ça ne sèche plus. Donc on est obligé de l'exporter. On va l'installer à Bondy, à l'emplacement d'un lycée, là, qui est actuellement, etc. Et là, ça pédale encore dans la semoule, encore plus, parce qu'on utilise le canal de l'Ourcq pour transporter les tinettes. Le canal de l'Ourcq est censé donc amener de l'eau potable à Paris, et les tinettes sont transportées par bateau jusqu'à Bondy. Donc là, ça remplit, ça dégueule, comme on dit, un peu partout, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un forage, un puits artésien, et on envoie 500 000 m3 d'eau vanne, donc à 50 mètres de profondeur, parce qu'on se dit que puisque c'est une nappe captive, elle ne bouge pas. Manque de peau, c'est que depuis 1830-1840, elle a bougé,
et elle est actuellement quelque part sous Pierrefitte, Sarcelles, quelque part par là, et puis elle s'en va tranquillement vers la mer, cette grosse tache par là. Mais bon, on ne consomme pas cette eau-là. Mais quand même, c'est pour vous dire qu'il y a de la dégradation du milieu qui est infligée par un système qui se met en place d'alimentation en eau. Alors, cette alimentation en eau va faire Flores donc un peu partout. Donc, le premier grand canal qui se manifeste, c'est le canal de l'Ourcq, mais je pense que Virginie Serna en parlera mieux que moi. Mais un peu partout, donc, se met en place ce système d'eau potable qui va mettre l'accent sur non plus une eau collective, une eau donc locale, mais une eau pure. C'est-à-dire qu'on va fabriquer non plus l'eau qui est... Enfin, on va plus tirer donc l'eau de ce qu'il y a localement, de ce qu'il y a donc dans les puits, mais on va aller chercher une eau très loin et de plus en plus loin pour alimenter donc le centre. Et de fait, on a une nouvelle organisation de l'eau donc de la ville donc au XIXe et au XXe siècle, où la ville va coloniser la campagne pour s'approprier des sites qui lui permettent de survivre. Elle va aller chercher donc de l'eau dans les bassins, dans les grands bassins au XXe siècle, les bassins de l'eau à Troyes. Elle va dans les années 1900-1910, la ville de Paris va chercher l'eau à Provins, le Durtain que je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, elle va capter les sources du Durtain. Je dis, je les achète, c'est pour moi. C'est pour moi, les Provinois attaquent la ville de Paris. Les pêcheurs provinois lui disent, écoutez, on n'a plus de poissons là, dans notre Durtain, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ils gagnent le procès. Pour la première fois, une association de pêcheurs gagne contre une ville, une capitale, pas n'importe qui. Et alors, qu'est-ce que fait Paris? Comme elle a fait les captages, etc., elle pompe l'eau de la Seine qui met aux sources du Durtain, et donc ce sont les eaux de la Seine qui se coulent maintenant dans le Durtain, à Provins. Bon, voilà donc un système de perversion, etc. Bon, mais voilà, donc la ville, Paris est capable d'acheter, a failli acheter les eaux du lac d'Annecy pour alimenter la ville de Paris. Donc elle est propriétaire par ces regroupements de machins, etc., d'un tas de territoires des grands lacs de captage, etc., etc. Donc la ville étend son territoire, ce n'est plus l'eau locale, mais c'est l'eau donc éloignée qui se manifeste. La deuxième chose qui apparaît au XIXe siècle, c'est que contrairement à une idée reçue qui est de dire que finalement grâce à l'eau du robinet, etc., on a une nouvelle activité urbaine, on est propre, etc., etc., mais pendant que l'eau augmente à Paris par le robinet, c'est-à-dire qu'on passe... À Paris, enfin je vais prendre Paris, puis je me tairai après parce que c'est... Mais en gros, on passe le Parisien consomme 7 litres par habitant et par jour d'eau de la Seine. Mais en fait, il consomme un tas d'eau de pluie. Paris est couvert de gouttières. Et toutes les villes, c'est comme ça, que ce soit en Normandie où il pleut beaucoup, ou en Bretagne, par exemple, ça c'est normal, ça fait partie du climat, mais dans les pays de l'Est ou dans les autres, dans toutes les villes, des gouttières. On capte l'eau de pluie. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie, c'est une eau qui est cristalline. C'est une eau pure, c'est une eau vierge. Et celle-là sert à faire la soupe. Ce n'est pas l'eau du puits. L'eau du puits, elle pue. Ils savent très bien qu'elle pue, qu'elle est dégueulasse. Et que cette eau du puits est utilisée pour des qualités précises. Pour rincer. Pour rincer la vaisselle, pour rincer le linge, il n'y a pas de problème. Pas pour faire la lessive. C'est une eau très dure. C'est une eau qui est très saline, qui contient tous les sels que vous avez consommés, qui se retrouvent dans les urines, qui se retrouvent quand vous pissez par terre, qui se retrouvent dans la nappe. Donc c'est une eau pourrie, l'eau de la nappe. Mais elle sert, par exemple, aux boulangers. Pourquoi? Parce que les boulangers font vendre leur pain au poids. Donc si vous utilisez de l'eau salée, elle est plus lourde que l'eau claire. Donc ça rapporte plus. Et ils disent officiellement non, on n'a pas le droit, mais les Parisiens disent il a un drôle de goût le pain là. Mais bon, il est pesant, c'est un pain pesant. Bon, il y a des métiers qui utilisent les corroyeurs, utilisent l'eau du puits, etc. Les maraîchers, etc. Donc à Paris, il y a 30 000 puits qui fonctionnent. 20 000 puits sont creusés entre 1800 et 1870. C'est-à-dire qu'au moment où on alimente l'eau par les tuyaux, pendant ce temps-là, les Parisiens continuent avec un taux aussi important à construire des puits, à creuser des puits. Donc c'est assez phénoménal. Mais ces puits, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, vont complètement changer. Ces puits qui servaient donc à puiser de l'eau vont devenir des puisards. Puisque maintenant, donc, la ville de Paris
par ces commissions d'hygiène, ou les villes de province, par les commissions d'hygiène, donc interdisent l'utilisation de l'eau de puits. Donc ces puits vont servir de puisards, vont servir d'évacuateurs. Et la pollution et la nappe vont commencer à sérieusement donc, se dégrader tout au long donc, de ce XXe siècle. Et donc l'eau qui était donc, visible au XVIIIe siècle, qui n'était pas très pourrie, un peu dans la ville, ici dans la ville elle était pourrie, mais à la périphérie c'était très beau, etc., qui étaient des lieux de paysagement très importants. Au contraire, donc, au XIXe siècle, l'eau devient complètement minéralisée, des fontaines, une vie locale. Alors il y a ces petites fontaines qui apparaissent pour montrer de temps en temps qu'il y a de l'eau potable ou de l'eau à boire, mais l'eau a disparu complètement et ne réapparaît qu'au bord de l'eau. Alors, on n'y arrive pas pour les grandes rivières, parce que l'enterrement est un peu... Mais enfin, je vous rappelle quand même que dans le cas de Paris, que Le Corbusier avait la prétention de couvrir la Seine et d'en faire une dalle de béton et de faire une aérogare au centre de Paris, au Châtelet, où les avions auraient atterri sur la Seine et auraient remonté. C'était quand même pas mal. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe quand même, c'est que donc au XXe siècle se développe... l'eau sert pour l'assainissement. Donc l'eau est utile. Donc l'eau est utile, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire à l'urbain, au développement urbain. Le chimiste a besoin d'une eau pure, enfin d'une eau dont il contrôle totalement la minéralité. S'il veut une eau un peu plus salée ou un peu plus dure, etc., il rajoutera du sel. Mais il veut contrôler. Et toute l'histoire de l'eau au XIXe et au XXe siècle, c'est du contrôle. C'est contrôlé par tous les moyens de la nature. On est comme les Romains. On a peur de la nature, il faut, par conséquent, la bloquer, etc., laisser loin dans la montagne, etc., le sauvage. Et celui qui est chargé du contrôle de sa nature, c'est l'ingénieur. Et l'ingénieur va produire une chose extraordinaire qui n'est pas dit, mais il y a une équation, vous avez l'équation d'Einstein, E égale mc2, la vitesse de l'énergie est égale à la masse par le carré de la vitesse de la lumière, et bien il y a une équation comme ça pour la mécanique terrestre, c'est le flux, les rapports entre le flux dans un tuyau, la vitesse et le diamètre du tuyau. Ça vous paraît drôle, j'espère, mais en tout cas pour l'ingénieur, c'est ce qui donne la même équation qui donne la circulation automobile, la circulation dans un circuit Internet, dans un circuit d'eau potable, etc. C'est J égale KQ2 sur KQ5 sur V. La perte de charge est égale au produit de la longueur du réseau par KQ2, donc le carré du débit divisé par la puissance cinquième du diamètre. Voilà. Donc c'est une formule qui sert pour le trafic, etc. C'est une formule qui a été trouvée dans les années 1830 à partir de l'eau et qui se généralise à tout ce qui concerne les tuyaux. Donc la ville est complètement ficelée, gérée par les ingénieurs et qui en font ce qu'ils veulent. Et l'autorité, donc avec l'alliance des médecins, l'alliance des politiques, vous avez une grande association au XIXe siècle qui est importante, qui est la GHTM, l'Association des générales des hygiénistes et des médecins municipaux et des ingénieurs municipaux, qui contrôlent la gestion de l'espace hydrographique. Et puis petit à petit, dans les années 70, il y a des revendications un peu partout dans le monde, parce que finalement ce que je vous ai raconté pour la France au 19e, 20e siècle se passe partout aux États-Unis, dans tous les pays riches. Au 20e siècle, à la fin du 20e siècle, des esprits 68 arts, probablement des choses qui existaient depuis les années 1930. Par exemple, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les avocats du paysage, qui sont des architectes qui vont paysager les autoroutes, qui vont paysager le Rhin, etc., et qui critiquent très fortement les ingénieurs, qui disent que finalement, ce serait bien d'avoir des bassins de décantation pour les eaux usées, etc. Bref, il y a un tas de petites manifestations, il y a une espèce de bruit de fond qui devient de plus en plus élevé et qui, dans les années 75-76, remet en question cet assainissement, cette disparition de l'eau. Dans le cas du Japon, dans les années 80, c'est les retraités. Les retraités qui disent « mais dans notre enfance, je me rappelle de ces rivières-là, parce que l'industrialisation au Japon s'est manifestée beaucoup plus tardivement qu'en France, donc ils avaient le souvenir de ces rivières. Ils disent « mais moi j'ai besoin de savoir pour mes petits-enfants,
que ces rivières soient le lieu où il y a encore un peu de nature en ville. Il faut les remettre en évidence. Ça, c'est au Japon. Aux États-Unis, c'est autre chose. En France, c'est des gens comme dans la vallée de l'Orge, où vous avez donc à proximité de Paris des politiques qui se disent mais l'Orge, là, qui est un égout, il faut que l'Orge soit vivante, il faut des poissons, il faut etc. Vous avez M. Chirac qui dit qu'il va se baigner dans la Seine bientôt, etc., etc. Donc il y a des manifestations et il y a une remise en question du pouvoir de la technique pour remettre de l'eau dans la ville. Et cette eau va, en fait, on redécouvre petit à petit ces rivières, c'est-à-dire qu'on enlève le couvercle dans lequel on les avait mis pour empêcher les odeurs et pour empêcher tout un tas de maléfices de surgir donc de l'ombre. Au contraire, on les découvre et puis on les paysage. Donc c'est le cas de la Bièvre à Paris qui est condamnée dans les années 1790 par les médecins et qu'on redécouvre, etc. Et je pense que l'avenir est plutôt bon pour les rivières, et tant mieux, parce que c'est quand même un élément, d'abord c'est un élément du patrimoine foncièrement urbain, dans notre cas, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Voilà, ça c'est l'assainissement de Paris, vous voyez, le plan général de l'alimentation en eau de Paris, mais ça c'est encore un autre exemple. Voilà. Depuis quelque temps, en fait, on voit des manifestations. Alors, les manifestations, les Bordeaux sont de très bons vins, d'une part, et d'autre part, sont des lieux de fête, par conséquent. Et je vous renvoie donc à ce qui se passe à Paris en été et ce qui se passe un peu partout. Et je pense que c'est un élément donc très important de. Il y a un mot qui existait donc à la Renaissance, qui a été inventé par la Renaissance, qui est contemporain du mot paysage, qui est le mot aquositas. Aquositas, ça disparaît au XVIIIe siècle. Aquositas, ça veut dire la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, plus particulièrement en milieu urbain. Et bien, je crois qu'il y a ce qui est important dans la ville, c'est effectivement cette aquosité. C'est ce qui a fait d'abord la richesse de la ville occidentale. Donc, je résume. Au milieu du XIIIe siècle, 2/3 des villes sont des Venise. Au milieu du XVIIIe siècle, les 3/4 des villes sont des Venises, des grandes Venises, avec des fossés tout autour, etc. etc. Et aujourd'hui, il n'y en a même pas une. Il y a peut-être Amiens, il y a peut-être... il y a Amiens, allez, voilà, on va dire Amiens. Il y en a une, donc il y a 1%, c'est le 1% patronal. Voilà, mais ça va revenir. J'espère qu'on aura l'occasion de se baigner ensemble dans la Seine. Je vous remercie.